Nous entamons aujourd'hui une exploration philosophique fondamentale, la question de la responsabilité de nos désirs. Cette interrogation touche au cœur même de notre nature humaine. Cette question remet en cause l'une de nos croyances les plus profondes, l'idée que nous sommes entièrement maîtres de nos pensées et de nos impulsions les plus intimes. Nos désirs surgissent-ils spontanément de notre conscience ou sont-ils le produit de forces qui nous échappent? Cette interrogation nous amène à questionner la nature même de notre identité et de notre autonomie. Cette exploration nous mènera à travers différentes perspectives philosophiques, des approches déterministes aux conceptions du libre arbitre, en passant par les découvertes des neurosciences modernes. Nous découvrirons comment cette question fondamentale influence notre compréhension de la justice, de l'éthique et de notre place dans le monde. Préparez-vous à remettre en question vos certitudes les plus profondes. Le désir représente une force fondamentale qui guide nos actions et façonne notre existence. Pour comprendre notre responsabilité face à nos désirs, nous devons d'abord définir précisément ce qu'est le désir. Le désir se manifeste sous trois dimensions principales. Premièrement, c'est une aspiration vers un objet ou un état que nous considérons comme désirable. Deuxièmement, c'est un manque ressenti qui crée une tension psychologique. Troisièmement, c'est une force motrice qui nous pousse à agir pour obtenir satisfaction. Le désir présente des caractéristiques complexes qui rendent son analyse particulièrement délicate. Il peut être conscient ou inconscient, rationnel ou irrationnel. Les désirs conscients sont ceux dont nous sommes pleinement conscients et que nous pouvons identifier clairement. À l'opposé, les désirs inconscients opèrent dans les profondeurs de notre psyché, influençant nos comportements sans que nous en soyons toujours conscients. Les désirs peuvent également être rationnels, basés sur la logique et cohérents avec nos valeurs, ou irrationnels, guidés par l'émotion et parfois contradictoires avec nos intérêts à long terme. Pour mieux comprendre la diversité des désirs humains, examinons les 16 désirs fondamentaux identifiés par le psychologue Stephen Race. Cette classification révèle la richesse et la complexité des motivations humaines. Chaque individu présente un profil unique de ses désirs, certains étant plus intenses que d'autres. Cette diversité explique pourquoi nous réagissons différemment aux mêmes situations. Le désir n'est pas statique. Il évolue et se transforme selon un processus complexe, similaire à un processus de design où nos aspirations se raffinent et se précisent. Comme le montre ce processus, nos désirs ne surgissent pas de nulle part. Ils émergent d'un manque identifié, évoluent par la collecte d'informations, se précisent par l'exploration des possibilités et se concrétisent par le développement de stratégies d'action. Comprendre la nature complexe du désir est crucial pour évaluer notre responsabilité. Car si nous ne sommes pas toujours conscients de nos désirs, si certains échappent à notre contrôle rationnel, comment pouvons-nous être tenus responsables de leurs conséquences? Cette définition du désir comme force motrice complexe pose les bases de notre réflexion sur la responsabilité. Elle révèle que nos désirs ne sont ni purement rationnels, ni entièrement contrôlables, ce qui complique considérablement la question de notre responsabilité morale. Le libre arbitre représente notre capacité fondamentale à choisir entre différentes options et à agir de manière autonome. Cette question philosophique centrale détermine si nous sommes véritablement les auteurs de nos désirs. Le libre arbitre se définit par plusieurs caractéristiques essentielles. Il s'agit de notre capacité à choisir entre différentes options, à agir de manière autonome, à être la cause première de nos actions et à contrôler nos pensées et désirs. Ce diagramme illustre le dilemme fondamental entre le choix libre et la causalité déterministe. D'un côté, nous avons la capacité de choisir les causes de nos actions. De l'autre, nous subissons les effets sans pouvoir les contrôler directement. Le débat philosophique sur le libre arbitre oppose principalement deux positions. Les déterministes soutiennent que nos désirs sont entièrement le produit de causes antérieures, tandis que les libertariens défendent l'idée que nous avons un contrôle authentique sur nos désirs. Les implications pratiques de cette question sont considérables. Si nous possédons le libre arbitre, nous portons la responsabilité pleine de nos désirs et pouvons nous transformer.
Si nous ne l'avons pas, cela nous invite à plus de compassion envers nos limitations et à nous concentrer sur les influences externes. La question du libre arbitre demeure l'un des défis philosophiques les plus profonds de notre époque. Elle influence fondamentalement notre compréhension de la responsabilité morale, de la justice, du développement personnel et des relations humaines. Cette complexité nous invite à une réflexion continue sur la nature de nos désirs et notre capacité à en être véritablement les auteurs. Le compatibilisme représente une position philosophique sophistiquée qui cherche à résoudre l'apparente contradiction entre déterminisme et libre arbitre. Cette approche propose une voie médiane dans l'un des débats les plus fondamentaux de la philosophie. Contrairement aux positions incompatibilistes qui considèrent que déterminisme et libre arbitre s'excluent mutuellement, le compatibilisme propose une synthèse révolutionnaire. Cette position affirme que même dans un univers déterministe, nous pouvons maintenir une conception cohérente de la responsabilité morale. Le compatibilisme redéfinit fondamentalement la notion de responsabilité. Plutôt que de la faire dépendre d'une liberté absolue impossible à prouver, il la fonde sur la capacité d'agir conformément à nos valeurs profondes et à nos raisons réfléchies. Cette approche reconnaît que nos désirs peuvent être déterminés tout en maintenant notre responsabilité morale. Pour les compatibilistes, la responsabilité repose sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, la rationalité, notre capacité à délibérer, évaluer les raisons et maintenir une cohérence dans nos décisions. Deuxièmement, l'autonomie, agir conformément à nos valeurs authentiques sans contraintes externes excessives. Troisièmement, la réflexivité, être conscient de nos motivations et capable d'auto-évaluation critique. Le compatibilisme offre ainsi une solution élégante au dilemme classique entre déterminisme et responsabilité. En redéfinissant la liberté pertinente comme la capacité d'agir selon nos raisons et valeurs, plutôt que comme une absence totale de causalité, cette position préserve la possibilité d'une éthique cohérente même dans un univers entièrement déterministe. C'est une approche qui reconnaît la complexité de la condition humaine, tout en maintenant les fondements de la responsabilité morale. Cette citation résume parfaitement l'essence du compatibilisme. Notre responsabilité morale ne dépend pas d'une impossible liberté absolue, mais de notre capacité à exercer notre rationalité et à agir en accord avec nos valeurs les plus profondes. L'inconscient représente l'un des concepts les plus révolutionnaires de la psychanalyse freudienne. Il s'agit d'un réservoir profond de désirs, pensées et souvenirs refoulés qui exercent une influence considérable sur notre comportement sans que nous en ayons conscience. Pour comprendre l'inconscient, Freud utilisait la métaphore de l'iceberg. La partie visible au-dessus de l'eau représente notre conscience, ce dont nous sommes directement conscients à un moment donné. La partie juste sous la surface correspond au préconscient, des informations facilement accessibles à notre conscience si nous y portons attention. Mais la vaste partie immergée, invisible, représente l'inconscient proprement dit. Freud a également développé un modèle structural de la psyché humaine, composé de 3 instances, le ça, le moi et le surmoi. Ces 3 forces psychiques interagissent constamment et influencent nos désirs et nos comportements. Le ça représente nos pulsions primitives et nos désirs inconscients. Il fonctionne selon le principe de plaisir, cherchant la satisfaction immédiate sans considération pour la réalité ou la morale. Le moi agit comme médiateur entre les exigences du ça et les contraintes de la réalité. Il fonctionne selon le principe de réalité, cherchant à satisfaire les désirs de manière socialement acceptable. Le surmoi représente notre conscience morale, nos idéaux et nos interdits intériorisés. Il juge nos actions et nos désirs selon les normes morales et sociales que nous avons assimilées. L'un des mécanismes fondamentaux de l'inconscient est le refoulement. Il s'agit d'un processus par lequel des pensées, des désirs ou des souvenirs troublants sont repoussés hors de la conscience pour éviter l'angoisse qu'ils pourraient provoquer. Il faut distinguer le refoulement inconscient de la suppression consciente. Le refoulement est automatique et involontaire. Nous ne choisissons pas d'oublier. La suppression, elle, est un effort conscient
pour écarter certaines pensées de notre esprit. Ces désirs inconscients refoulés ne disparaissent pas pour autant. Ils continuent d'exercer une influence puissante sur notre comportement, souvent de manière détournée et symbolique. Ces manifestations inconscientes peuvent nous pousser à agir de manière apparemment irrationnelle ou même autodestructrice, sans que nous comprenions véritablement les motivations profondes de nos actes. Cette compréhension de l'inconscient soulève une question philosophique fondamentale. Dans quelle mesure sommes-nous responsables de désirs dont nous ignorons l'existence même? Cette question divise les philosophes et les psychanalystes. Certains argumentent que l'ignorance de nos motivations inconscientes diminue notre responsabilité morale. D'autres soutiennent que nous avons le devoir de prendre conscience de nos désirs cachés. L'inconscient freudien révèle ainsi la complexité de la condition humaine. Nos désirs les plus profonds, façonnés par notre histoire personnelle et nos expériences refoulées, continuent d'influencer notre vie psychique et nos comportements, posant des défis considérables à notre conception traditionnelle de la responsabilité morale. Nos désirs ne naissent pas dans le vide. Ils sont profondément influencés par la société et la culture dans lesquelles nous évoluons. Cette influence soulève une question fondamentale. Dans quelle mesure sommes-nous vraiment responsables de nos désirs? Les mécanismes d'influence sociale sur nos désirs sont multiples et sophistiqués. La publicité moderne ne vend pas seulement des produits, elle vend des rêves, des identités et des modes de vie. Elle crée des associations entre nos besoins émotionnels profonds et des objets de consommation. Les valeurs culturelles façonnent nos désirs dès notre plus jeune âge. Chaque culture transmet ses propres conceptions du succès, du bonheur et de la réussite. Ces valeurs deviennent des filtres à travers lesquels nous percevons nos besoins et nos aspirations. Les pressions sociales exercent une influence considérable sur nos désirs. Le besoin d'appartenance et d'acceptation peut nous pousser à adopter des désirs qui ne sont pas authentiquement les nôtres, mais qui nous permettent de nous intégrer dans un groupe social. Les normes sociales, particulièrement celles concernant l'apparence physique et la réussite sociale, peuvent générer des désirs qui nous éloignent de notre bien-être authentique. Ces standards souvent irréalistes créent des insatisfactions chroniques et des quêtes sans fin. Cette analyse nous amène à une question cruciale. Si nos désirs sont si fortement influencés par notre environnement social et culturel, quelle est notre part de responsabilité? La réponse réside dans un équilibre délicat entre reconnaissance des influences externes et maintien de notre capacité d'autonomie personnelle. La prise de conscience de ces mécanismes d'influence constitue le premier pas vers une plus grande autonomie. En comprenant comment nos désirs sont façonnés, nous pouvons développer une capacité critique qui nous permet de distinguer entre les aspirations authentiques et celles qui nous sont imposées par notre environnement. La distinction entre le désir et l'action constitue un pilier fondamental de la philosophie morale. Cette différence conceptuelle nous permet de comprendre où réside véritablement notre responsabilité éthique. D'un côté, nous avons le désir, un phénomène mental interne comprenant nos pensées, nos impulsions et nos fantasies. De l'autre côté, nous trouvons l'action, les comportements concrets que nous choisissons d'adopter dans le monde réel. La responsabilité morale ne pèse pas de manière égale sur nos désirs et nos actions. Comme le montre cette balance métaphorique, nos actions portent un poids moral bien plus lourd que nos simples désirs. Le modèle AIDA illustre parfaitement la progression du désir vers l'action. Cette progression montre que la responsabilité morale s'intensifie à mesure que nous nous rapprochons de l'action concrète. Prenons des exemples concrets pour illustrer cette distinction. Une personne peut ressentir un désir de vengeance après avoir subi une injustice. Tant qu'elle ne passe pas à l'acte, sa responsabilité morale n'est pas engagée. Cependant, si elle décide d'agir sur ce désir, alors sa responsabilité morale devient pleinement engagée. Cette distinction fondamentale entre désir et action a des implications philosophiques profondes.
Elle nous enseigne que les désirs ne constituent pas en eux-mêmes une faute morale, que la responsabilité naît véritablement avec la décision d'agir et qu'elle protège notre liberté de penser tout en permettant une éthique nuancée et juste. Le contrôle de soi représente notre capacité fondamentale à résister aux tentations immédiates et à maîtriser nos impulsions. Cette compétence psychologique est au cœur de notre responsabilité morale et de notre capacité à faire des choix éclairés. Le contrôle de soi se manifeste par notre capacité à dire non aux tentations immédiates, comme résister à un aliment tentant ou éviter une dépense impulsive. Cette image illustre parfaitement cette résistance active face aux désirs spontanés. L'expérience du marshmallow, menée par Walter Mischel dans les années 1970, révèle que les enfants capables de résister à la tentation immédiate pour obtenir une récompense plus importante plus tard développent de meilleures compétences de vie. Cette capacité prédit le succès académique, social et professionnel. Les neurosciences révèlent que le contrôle de soi repose sur un réseau complexe de régions cérébrales. Le cortex préfrontal joue un rôle central en inhibant les réponses impulsives du système limbique. Cette bataille neurologique entre raison et émotion détermine notre capacité à résister aux tentations. Le contrôle de soi agit comme un aimant qui nous attire vers nos objectifs et nos réussites. Cette métaphore illustre parfaitement comment la volonté disciplinée nous permet d'atteindre nos aspirations les plus élevées en résistant aux distractions du moment présent. Le contrôle de soi nous permet de naviguer intelligemment entre nos désirs immédiats et nos objectifs à long terme. Cette tension créative entre le court et le long terme définit notre capacité à construire une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. En définitive, le contrôle de soi représente notre capacité la plus fondamentale à exercer notre responsabilité morale. Il transforme nos désirs bruts en choix réfléchis, nos impulsions en actions délibérées. C'est par cette maîtrise de soi que nous accédons à une véritable liberté, celle de devenir qui nous choisissons d'être. L'éducation et la conscience de soi constituent des outils fondamentaux pour comprendre la nature complexe de nos désirs et leurs origines profondes. Pour développer une compréhension approfondie de nos désirs, nous devons d'abord examiner la hiérarchie fondamentale de nos besoins humains. La pyramide de Maslow nous montre comment nos désirs s'organisent selon une hiérarchie, depuis les besoins physiologiques de base jusqu'à la réalisation de soi. Cette compréhension nous aide à identifier l'origine de nos motivations. La conscience de soi implique une compréhension multidimensionnelle de notre personnalité, incluant nos forces, nos faiblesses, nos déclencheurs émotionnels et nos aspects moins favorables. Cette approche systématique de la conscience de soi nous permet d'identifier les racines de nos désirs en examinant nos forces qui nous motivent, nos faiblesses qui nous limitent, nos déclencheurs qui activent certains désirs et nos aspects sombres que nous préférons ignorer. Nos valeurs personnelles constituent le fondement de nos désirs. Comprendre ce qui nous tient vraiment à cœur nous aide à distinguer entre les désirs authentiques et ceux imposés par des influences extérieures. L'exercice d'identification de nos valeurs fondamentales, comme l'intégrité, la famille, le courage ou l'adaptabilité, nous révèle pourquoi certains désirs résonnent si fortement en nous, tandis que d'autres nous laissent indifférents. Une fois que nous comprenons nos désirs et leurs origines, nous pouvons développer des stratégies efficaces pour les gérer de manière constructive. Ces stratégies incluent la reconnaissance et la nomination de nos émotions, l'identification de nos déclencheurs, la pratique de la pleine conscience et le développement d'habitudes saines qui nous permettent de prendre du recul avant d'agir sur nos impulsions. L'éducation et la conscience de soi nous offrent ainsi un cadre complet pour comprendre nos désirs. En combinant la compréhension de nos besoins fondamentaux, le développement de notre conscience de soi, l'identification de nos valeurs et la maîtrise de stratégies de régulation, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et authentiques. Cette démarche d'autoconnaissance constitue un processus continu qui nous permet de mieux naviguer
dans la complexité de nos désirs et de leurs implications dans nos choix de vie. Le droit pénal établit un cadre complexe pour évaluer la responsabilité des individus face à leurs actions, y compris celles motivées par leurs désirs les plus profonds. La justice, symbolisée par la balance, doit peser soigneusement tous les éléments pour déterminer la responsabilité pénale d'un individu. Cette évaluation ne se limite pas à l'acte commis, mais examine aussi l'état d'esprit et les circonstances qui ont motivé l'action. Pour établir la responsabilité pénale, le droit exige la présence de deux éléments fondamentaux: l'actus reus, qui est l'acte matériel répréhensible, et le mens rea, qui représente l'intention criminelle ou l'état d'esprit coupable au moment de l'acte. La capacité mentale joue un rôle crucial dans l'évaluation de la responsabilité. Lorsqu'une personne souffre de troubles mentaux graves, cela peut affecter sa capacité à comprendre la nature de ses actes ou à contrôler son comportement, ce qui peut conduire à une exonération de responsabilité. La contrainte représente une autre circonstance importante qui peut affecter la responsabilité pénale. Qu'elle soit physique, morale ou économique, la contrainte limite la liberté de choix de l'individu et peut justifier une réduction ou une annulation de la responsabilité criminelle. Le processus judiciaire suit une démarche méthodique pour évaluer la responsabilité. De l'enquête initiale au jugement final, chaque étape permet d'examiner les différents aspects de l'affaire, en tenant compte des désirs, des motivations et des circonstances qui ont conduit à l'infraction. En conclusion, le droit pénal reconnaît que les désirs humains sont complexes et que leur rôle dans la commission d'infractions doit être évalué avec nuance. Bien que les désirs ne puissent justifier tous les actes, le système juridique tient compte des circonstances particulières pour rendre une justice équitable et proportionnée. Dans la tradition bouddhiste, la question du désir occupe une place centrale. Le Bouddha a identifié le désir comme la racine même de toute souffrance humaine, proposant une voie de libération à travers le détachement et la pleine conscience. Le bouddhisme, né il y a plus de 2500 ans, offre une perspective unique sur la nature du désir et notre relation à celui-ci. Cette sagesse millénaire nous invite à examiner profondément nos attachements. Au cœur de l'enseignement bouddhiste se trouvent les 4 nobles vérités. La première vérité reconnaît l'existence universelle de la souffrance. La deuxième identifie le désir et l'attachement comme la cause de cette souffrance. La deuxième vérité, Samudaya, révèle que nos désirs et nos attachements sont la source fondamentale de notre souffrance. Ce ne sont pas les objets eux-mêmes qui nous font souffrir, mais notre attachement à eux, notre soif insatiable de les posséder ou de les conserver. Le bouddhisme enseigne que nos désirs nous maintiennent dans le cycle du samsara, la roue de la renaissance. Tant que nous restons attachés à nos désirs, nous continuons à renaître, perpétuant ainsi notre souffrance à travers les vies successives. Il est crucial de comprendre que le bouddhisme ne prône pas la suppression totale des désirs, mais plutôt le développement du non-attachement. Le non-attachement signifie pouvoir désirer sans être esclave de ses désirs, pouvoir apprécier sans s'accrocher. Pour développer cette capacité de non-attachement, le bouddhisme propose diverses pratiques spirituelles. La méditation et la pleine conscience sont les outils principaux pour observer nos désirs sans en être prisonniers. La pleine conscience nous enseigne à observer nos pensées, nos émotions et nos désirs comme des phénomènes temporaires qui apparaissent et disparaissent. Cette observation détachée nous libère progressivement de l'emprise de nos attachements. L'art du non-attachement ne signifie pas devenir indifférent ou apathique. Au contraire, il s'agit de développer une compassion profonde et une sagesse qui nous permettent d'aimer et d'apprécier sans souffrir de l'impermanence de toute chose. La perspective bouddhiste nous offre ainsi une voie profonde de transformation. En comprenant que nos désirs ne nous définissent pas et qu'il est possible de s'en libérer, nous ouvrons la porte à une existence plus sereine, plus libre et plus authentique. L'existentialisme représente une révolution philosophique qui place l'individu au centre de sa propre existence. Cette perspective nous confronte à une vérité fondamentale. Nous sommes entièrement responsables de nos choix, y compris ceux motivés par nos désirs les plus profonds.
L'existentialisme, incarné par des penseurs comme Sartre et Beauvoir, repose sur des principes révolutionnaires. D'abord, l'existence précède l'essence. Nous existons avant de définir qui nous sommes. Ensuite, nous possédons une liberté absolue de choix, accompagnée d'une responsabilité totale. Enfin, nous devons vivre de manière authentique, en évitant la mauvaise foi. Selon Sartre, nous sommes condamnés à être libres. Cette liberté n'est pas un cadeau, mais un fardeau. À chaque instant, nous devons choisir qui nous sommes et ce que nous devenons. Cette liberté absolue s'accompagne d'une responsabilité totale. Nous ne pouvons blâmer ni les circonstances, ni notre nature, ni nos désirs pour nos actions. L'existentialisme révolutionne notre compréhension des désirs. Contrairement aux autres perspectives, elle affirme que nos désirs ne peuvent jamais servir d'excuse à nos actions. Nous choisissons nos valeurs, et même nos désirs reflètent ces choix. Cette liberté génère une angoisse profonde, car nous devons constamment créer notre propre sens dans un monde qui n'en offre aucun par défaut. L'existentialisme distingue deux modes d'existence, l'authenticité et la mauvaise foi. Vivre authentiquement signifie assumer pleinement ses choix, accepter l'angoisse qui accompagne la liberté et créer ses propres valeurs. La mauvaise foi, au contraire, consiste à nier sa liberté, fuir l'angoisse du choix et rejeter sa responsabilité en suivant aveuglément les autres ou les conventions sociales. En conclusion, la perspective existentialiste nous confronte à une vérité radicale. Nous sommes entièrement responsables de nos désirs et des actions qu'ils motivent. Aucune excuse n'est acceptable, ni le déterminisme, ni l'inconscient, ni les pressions sociales. Cette responsabilité absolue nous oblige à créer notre propre éthique du désir et à assumer courageusement notre liberté, même face à l'angoisse qu'elle génère. Les neurosciences modernes nous offrent une perspective fascinante sur les mécanismes cérébraux qui gouvernent nos désirs. Cette approche scientifique révèle comment notre cerveau traite, génère et régule les désirs à un niveau biologique fondamental. Le cerveau humain possède plusieurs régions interconnectées qui orchestrent nos désirs. Le cortex préfrontal assure le contrôle et la planification, le nucleus accumbens traite les signaux de récompense et l'amygdale gère les réponses émotionnelles associées au désir. La dopamine joue un rôle central dans les mécanismes du désir. Ce neurotransmetteur n'est pas seulement libéré lors de l'obtention d'une récompense, mais surtout en anticipation de celle-ci. Cette libération anticipatoire crée la motivation nécessaire pour poursuivre nos objectifs et renforce les comportements qui mènent à la satisfaction. L'imagerie cérébrale moderne nous permet d'observer en temps réel l'activité neuronale lors de l'expérience du désir. Ces scans révèlent des patterns d'activation spécifiques dans différentes régions cérébrales, nous aidant à comprendre comment les désirs émergent et évoluent dans notre cerveau. La formation d'un désir suit un processus neurologique complexe et rapide. Un stimulus extérieur active d'abord nos récepteurs sensoriels, puis l'information est traitée par le cortex préfrontal qui évalue sa pertinence. Le système limbique génère ensuite une réponse émotionnelle, déclenchant la libération de dopamine qui transforme cette évaluation en motivation active. Le cerveau possède des mécanismes sophistiqués pour contrôler et réguler nos désirs. Le cortex préfrontal peut inhiber les impulsions immédiates, permettant une évaluation rationnelle des conséquences. Cette capacité de régulation émotionnelle et de planification à long terme nous distingue et nous permet de maîtriser nos désirs plutôt que d'être entièrement dominés par eux. Ces découvertes neuroscientifiques ont des implications profondes pour notre compréhension de la responsabilité des désirs. Elles ouvrent la voie à des approches thérapeutiques innovantes pour traiter les troubles du contrôle des impulsions et nous aident à développer une vision plus nuancée de notre responsabilité personnelle, reconnaissant à la fois les contraintes biologiques et nos capacités de régulation. Les troubles du contrôle des impulsions représentent une catégorie de conditions psychiatriques où les individus éprouvent une incapacité persistante à résister à des impulsions, des pulsions ou des tentations de réaliser des actes qui peuvent être nuisibles à eux-mêmes ou à autrui.
Ces troubles se caractérisent par plusieurs éléments clés. D'abord, une incapacité persistante à résister aux impulsions malgré la conscience des conséquences négatives. Ensuite, une tension psychologique croissante qui précède l'acte impulsif, suivie d'un soulagement temporaire, puis de sentiments de culpabilité et de regret. Le processus impulsif suit généralement un cycle prévisible en 5 étapes. Tout commence par une impulsion ou un désir intense, suivi d'une tension psychologique croissante. Cette tension pousse à l'action, qui procure un soulagement temporaire, mais est rapidement suivie par des sentiments de culpabilité et de honte. Les troubles du contrôle des impulsions englobent plusieurs conditions spécifiques. La kleptomanie implique le vol compulsif d'objets souvent sans valeur personnelle. Le jeu pathologique se caractérise par un comportement de jeu persistant malgré les conséquences négatives. La trityomanie consiste en l'arrachage compulsif des cheveux, tandis que la pyromanie implique l'allumage délibéré d'incendies. La kleptomanie illustre parfaitement la complexité de ces troubles. Les personnes atteintes ressentent une tension croissante avant le vol, éprouvent du plaisir ou du soulagement pendant l'acte, puis sont submergées par la culpabilité. Paradoxalement, les objets volés n'ont souvent aucune valeur personnelle ou financière pour la personne. Les recherches en neuroimagerie révèlent des anomalies spécifiques dans le cerveau des personnes souffrant de troubles du contrôle des impulsions. On observe notamment un dysfonctionnement du cortex préfrontal, responsable du contrôle exécutif, une hyperactivation du système limbique et des perturbations dans les circuits de récompense dopaminergiques. Les conséquences de ces troubles sont multiples et profondes. Sur le plan personnel, les individus souffrent d'une détresse psychologique intense, de problèmes financiers et légaux et d'un isolement social progressif. L'impact familial est également considérable, avec un stress important pour les proches, des ruptures relationnelles fréquentes et une stigmatisation sociale persistante. Ces troubles soulèvent des questions complexes sur la responsabilité morale et juridique. Faut-il considérer ces comportements comme des maladies nécessitant un traitement plutôt qu'une punition? Les approches thérapeutiques incluent la thérapie cognitivo-comportementale, les traitements pharmacologiques et le soutien familial. La compréhension de ces troubles comme conditions médicales plutôt que comme des défauts de caractère est essentielle pour un traitement efficace. En conclusion, les troubles du contrôle des impulsions illustrent parfaitement la complexité de la frontière entre désir normal et pathologie. Ils remettent en question nos conceptions traditionnelles de la responsabilité personnelle et du libre arbitre, tout en soulignant l'importance d'une approche compassionnelle et scientifique de ces conditions. La publicité moderne utilise des techniques psychologiques sophistiquées pour manipuler nos désirs les plus profonds. Cette influence insidieuse façonne nos comportements de consommation de manière souvent inconsciente. Les publicitaires d'aujourd'hui disposent d'outils d'une puissance inégalée. Le neuromarketing analyse directement l'activité cérébrale pour identifier nos points de vulnérabilité. Le ciblage comportemental utilise nos données personnelles pour créer des messages sur mesure. Ces techniques exploitent nos émotions primitives comme la peur, le désir sexuel ou le besoin d'appartenance sociale. Elles créent artificiellement des sentiments d'urgence et de rareté pour court-circuiter notre réflexion rationnelle. Le modèle AIDA révèle la mécanique précise de la manipulation publicitaire. Chaque étape est soigneusement orchestrée pour nous conduire inexorablement vers l'acte d'achat. D'abord, capter notre attention par des stimuli sensoriels puissants. Puis, éveiller notre intérêt en identifiant des problèmes que nous ignorions avoir. Ensuite, transformer cet intérêt en désir ardent par des promesses émotionnelles. Enfin, nous pousser à l'action immédiate en créant un sentiment d'urgence artificielle. Cette séquence court-circuite notre capacité de réflexion critique. Les techniques de manipulation émotionnelle exploitent nos vulnérabilités psychologiques les plus profondes. La stratégie FUD, peur, incertitude, doute, nous maintient dans un état d'anxiété permanent. L'exploitation de la sexualité détourne nos instincts reproductifs vers la consommation. Ces techniques contournent notre cortex préfrontal
pour agir directement sur notre cerveau limbique, siège des émotions primitives. L'impact psychologique de cette manipulation est profond et durable. Notre identité même se trouve altérée, nos désirs authentiques remplacés par des impulsions artificielles programmées par les algorithmes publicitaires. Cette surveillance invisible crée une dépendance comportementale, des cycles compulsifs où la gratification immédiate remplace la satisfaction durable. Notre autonomie décisionnelle s'érode progressivement. Développer un esprit critique est notre meilleure défense contre cette manipulation. Il faut d'abord apprendre à reconnaître les techniques utilisées, identifier les appels émotionnels et décoder les messages subliminaux. La pause réflexive est cruciale. Attendre 24 heures avant tout achat impulsif permet à notre rationalité de reprendre le contrôle. Il faut constamment questionner la réelle nécessité de nos achats. L'éducation continue sur nos propres biais cognitifs nous rend moins vulnérables. Analyser régulièrement nos motivations profondes nous aide à distinguer nos désirs authentiques des impulsions artificielles. La résistance à cette manipulation n'est pas seulement un acte individuel, mais un impératif démocratique. Notre capacité à penser librement et à désirer authentiquement dépend de notre vigilance constante face à ces influences insidieuses. L'empathie représente notre capacité fondamentale à comprendre et partager les sentiments d'autrui. Cette compétence psychologique essentielle nous permet de saisir les désirs des autres et d'y répondre de manière appropriée. L'empathie se définit comme un processus cognitif et émotionnel complexe qui nous permet de percevoir, comprendre et ressentir les états intérieurs d'une autre personne. Elle constitue le fondement de notre capacité à naviguer dans les relations interpersonnelles. Les recherches en psychologie identifient 3 types distincts d'empathie qui interagissent pour former une compréhension complète d'autrui. L'empathie cognitive nous permet de comprendre intellectuellement la perspective d'une autre personne. L'empathie émotionnelle ou affective nous fait ressentir les émotions des autres comme si elles étaient les nôtres. Cette forme d'empathie crée une connexion émotionnelle directe avec autrui. L'empathie comportementale ou compassionnelle nous pousse à agir pour aider les autres. Elle transforme notre compréhension et nos sentiments en actions concrètes de soutien. L'empathie nous permet de décoder les désirs cachés derrière les comportements observables. En nous mettant à la place d'autrui, nous accédons à une compréhension plus profonde de leurs motivations et besoins fondamentaux. Le partage émotionnel constitue un mécanisme fondamental de l'empathie. Lorsque nous observons les émotions d'autrui, nos neurones miroirs s'activent, créant une résonance émotionnelle qui nous permet de vivre une expérience similaire. Le développement de compétences empathiques nécessite un apprentissage conscient et une pratique régulière. Ces compétences incluent l'écoute active, l'observation non verbale et la capacité à suspendre nos jugements personnels. L'empathie sociale étend notre capacité de compréhension au-delà des relations individuelles. Elle nous permet de saisir les dynamiques collectives, les besoins communautaires et les désirs partagés au sein de groupes sociaux. L'empathie constitue le fondement des relations humaines saines et d'une société harmonieuse. Elle permet la coopération, réduit les conflits et favorise la compréhension mutuelle nécessaire à la vie en communauté. En conclusion, l'empathie représente bien plus qu'une simple capacité émotionnelle. Elle constitue un outil essentiel pour comprendre les désirs complexes qui motivent les comportements humains, permettant ainsi une meilleure navigation dans nos relations personnelles et sociales. La sublimation est un concept fondamental de la psychanalyse qui décrit notre capacité remarquable à transformer nos désirs les plus primitifs et parfois destructeurs en quelque chose de socialement acceptable et créatif. Selon Freud, notre psyché est structurée comme un iceberg. La sublimation permet de canaliser les énergies du ça, nos pulsions primitives, vers des activités constructives sous la guidance du surmoi et du moi. Le processus de sublimation suit plusieurs étapes. D'abord, une pulsion inconsciente émerge. Ensuite, le moi reconnaît le conflit potentiel avec les normes sociales.
L'énergie psychique est alors redirigée vers une activité acceptable, comme le montre cet exemple où l'agressivité est canalisée vers les jeux vidéo. La sublimation se manifeste dans de nombreux domaines. Dans le sport, l'agressivité naturelle est transformée en compétition saine. L'art permet de sublimer la souffrance en expression créative. La recherche scientifique canalise notre curiosité vers la découverte. Le travail social transforme la culpabilité en aide concrète aux autres. La sublimation présente des bénéfices considérables tant au niveau personnel que social. Pour l'individu, elle favorise l'équilibre psychologique, développe la créativité et renforce l'estime de soi. Pour la société, elle réduit la violence, stimule l'innovation et renforce la cohésion sociale en transformant les énergies destructrices en forces créatrices. La sublimation révèle une dimension fondamentale de la condition humaine, notre capacité à transformer ce qui pourrait être destructeur en quelque chose de constructif. Elle illustre parfaitement comment nous pouvons assumer la responsabilité de nos désirs en les orientant vers des fins positives, contribuant ainsi à notre épanouissement personnel et au progrès de la société. Nos désirs individuels ne restent pas isolés. Ils s'accumulent et créent des conséquences qui dépassent notre sphère personnelle pour affecter l'ensemble de la société. Chaque individu porte en lui une multitude de désirs. Le désir de consommer, de voyager, de posséder des biens matériels. Ces désirs semblent personnels et innocents, pris isolément. Mais lorsque ces désirs individuels se multiplient à l'échelle de millions de personnes, ils convergent pour créer un impact collectif massif qui transforme notre société et notre environnement. Prenons l'exemple de notre désir de consommer. Individuellement, acheter un produit semble anodin, mais collectivement, ce désir génère une production massive qui crée des montagnes de déchets et contribue à la dégradation environnementale. Les scientifiques étudient ces phénomènes et nous alertent sur les conséquences de nos désirs collectifs. Changement climatique, épuisement des ressources naturelles, perte de biodiversité. Leurs recherches révèlent l'ampleur de notre impact. Face à ces enjeux, nous devons reconnaître notre responsabilité collective. Chaque acteur de la société, individu, communauté, entreprise, gouvernement, est interconnecté et porte une part de responsabilité dans les conséquences de nos désirs collectifs. Heureusement, cette prise de conscience collective ouvre la voie à des solutions durables. L'innovation technologique, l'éducation, les politiques publiques et le changement de nos comportements peuvent transformer nos désirs en force positive pour la société. La responsabilité collective nous invite à transformer nos désirs individuels dispersés en une action collective organisée et consciente. Lorsque nous prenons conscience de l'impact de nos désirs et agissons ensemble de manière responsable, nous pouvons créer un avenir durable pour tous. C'est dans cette responsabilité partagée que réside notre capacité à construire une société qui honore à la fois nos désirs individuels et notre bien-être collectif. La question de la responsabilité de nos désirs représente l'un des défis philosophiques les plus fascinants et complexes de notre époque. Après avoir exploré les multiples dimensions de cette problématique, nous arrivons à une conclusion paradoxale. Il n'existe pas de réponse simple ou définitive. Cette question transcende les frontières disciplinaires traditionnelles. Elle nous oblige à naviguer entre la philosophie morale, la psychologie cognitive, les neurosciences comportementales et l'éthique appliquée, révélant ainsi la richesse et la complexité de notre condition humaine. Les neurosciences nous offrent des insights précieux sur les mécanismes cérébraux du désir. Nous pouvons observer l'activation de circuits neuronaux, mesurer les réponses hormonales et cartographier les régions impliquées dans la prise de décision. Cependant, ces découvertes, aussi fascinantes soient-elles, ne résolvent pas automatiquement la question fondamentale de notre responsabilité morale. Chaque tradition philosophique apporte sa propre lumière sur cette question. Les stoïciens nous enseignent l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Les bouddhistes proposent la libération de l'attachement au désir. Les existentialistes insistent sur notre responsabilité absolue dans nos choix. Le compatibilisme tente de réconcilier déterminisme et liberté.
Chaque perspective révèle une facette de la vérité. Notre exploration révèle plusieurs enseignements fondamentaux. Premièrement, la responsabilité n'est pas binaire, mais existe sur un spectre. Deuxièmement, bien que nos désirs soient influencés par de multiples facteurs, ils ne sont pas entièrement déterminés. Troisièmement, la conscience de soi et la réflexion critique augmentent notre capacité de choix authentique. Enfin, l'éducation et la compréhension de nos mécanismes internes élargissent notre espace de liberté. Cette question demeure vivante et évolutive, se transformant avec nos découvertes scientifiques et nos évolutions culturelles. Elle n'appelle pas une réponse définitive, mais une réflexion continue qui nous accompagne tout au long de notre existence. Elle nous invite à cultiver la sagesse, l'empathie et la nuance dans notre compréhension de la condition humaine. Car c'est précisément dans cette complexité, dans cette tension permanente entre déterminisme et liberté, que réside la beauté profonde de notre humanité. Nous arrivons au terme de notre exploration de la responsabilité des désirs. Cette réflexion finale nous invite à développer une véritable éthique du désir, une approche consciente et responsable de nos motivations profondes. Développer une éthique du désir nécessite 4 piliers fondamentaux. D'abord, nous devons prendre conscience de nos désirs, les reconnaître sans jugement. Ensuite, comprendre leurs origines. Sont-ils issus de nos expériences, de notre culture ou de manipulations externes? Puis, évaluer leurs conséquences sur nous-mêmes et autrui. Enfin, agir en cohérence avec nos valeurs profondes et nos objectifs à long terme. Ce diagramme illustre le processus de décision éthique que nous pouvons appliquer à nos désirs. Il s'agit d'un cycle continu qui commence par la prise de conscience d'un enjeu éthique. Nous devons ensuite identifier toutes les personnes affectées par nos désirs et nos actions, rechercher les faits objectifs, appliquer nos principes moraux, puis décider et agir de manière cohérente. Cette représentation en cercle concentrique révèle l'architecture complexe de nos motivations. Le désir immédiat, en rouge, représente nos impulsions spontanées. Le sens, en vert, nous invite à questionner la signification profonde de nos désirs. Au cœur, nos croyances fondamentales, en violet, constituent le socle de nos valeurs. Une éthique du désir exige d'harmoniser ces 3 niveaux. L'éthique du désir ne peut se limiter à une démarche purement individuelle. Elle exige de cultiver notre empathie pour comprendre les désirs et besoins d'autrui. Nous devons reconnaître que nos désirs ont des répercussions sur notre communauté et notre environnement. Cette approche nous invite à développer des qualités comme la compassion, la bienveillance et l'esprit de service. Une éthique du désir transforme fondamentalement notre rapport à nous-mêmes et au monde. Elle nous rend plus conscients de nos motivations profondes et plus responsables de nos choix. Elle favorise des relations plus authentiques avec autrui et contribue à l'émergence d'une société plus juste et harmonieuse. La question de la responsabilité de nos désirs n'a pas de réponse définitive, mais elle nous invite à un cheminement constant vers plus de conscience, de sagesse et de compassion. C'est dans cette démarche éthique que réside notre véritable liberté humaine. Non pas dans l'absence de désir, mais dans notre capacité à les comprendre, les orienter et les transformer au service du bien commun.